Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Zhen Yupeng. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Zhen Yupeng, chercheuse à l'Institut d'ethnologie de l'Academia Sinica et notamment très impliquée dans les questions de justice transitionnelle et de tout ce qui est lié au traumatisme et avec une approche psychanalytique. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de parler un petit peu de votre parcours. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé au sujet du traumatisme et puis au français aussi, puisque vous parlez très bien français? En fait, j'ai choisi d'aller en France, c'était grâce à mon prof de département en psychologie à NTU, National University of Taiwan. Puisqu'à ce moment-là, il nous parlait de beaucoup d'auteurs, de penseurs français, comme Bourdieu, Kristeva, Derrida, etc., donc Deleuze. Donc, surtout parce que tous nos manuels universitaires en psychologie, tout est en anglais. Donc, on suivait de très très près tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, pour moi, c'était pas très intéressant d'aller aux États-Unis, de reprendre la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en France. Surtout, moi, j'étais très, très attirée par la psychanalyse. Et on nous a dit à l'époque que si vous voulez apprendre la psychanalyse à l'université, vous allez soit en France, soit en Argentine. Puisque moi, j'étais beaucoup plus attirée en France, donc je me suis dit, bon, allez, j'ai quand même essayé en France. Mais je ne parlais pas français du tout, en fait, à l'époque. J'ai pris des cours de français pendant 2 mois à Chita. Et je suis partie. Ça a dû être difficile, du coup. Comment ça s'est passé en arrivant en France? J'ai dû passer à la Sorbonne pour apprendre la langue. Peut-être moi, j'étais très, très motivée. Donc, au bout de 8 mois, j'ai déjà fini le cours de français supérieur à la Sorbonne. Donc, après, j'ai essayé de postuler pour entrer à des écoles de doctorales et j'ai réussi à décrocher des accords de professeurs pour entrer en DEA. Et donc, comment ça s'est passé après? Vous avez donc fini un doctorat en psychanalyse et psychothérapie, c'est ça? C'est ça. Et pendant ma thèse, en fait, le sujet de ma thèse, c'était sur le traumatisme de l'inceste. Parce qu'au départ, il y a un phénomène qui me interrogeait beaucoup, c'est le fait que parmi les victimes de l'inceste ou l'agression sexuelle en général, il y a à peu près 20 à 30% des victimes qui ont perdu leur mémoire traumatique pendant un certain temps. Ça veut dire qu'il y a une latence ou une période de l'amnésie psychologique. Et ce phénomène m'intéresse beaucoup. C'est aussi parce que c'est pour vraiment retourner à la source de la psychanalyse. Parce qu'au départ, Freud avait quand même travaillé avec beaucoup de patients, surtout patientes hystériques, et elles qui ont été agressées sexuellement, surtout pendant leur enfance. Voilà. C'est comme ça, moi, j'ai essayé à la fois voudrais reprendre la psychanalyse dès son origine et aussi de voir d'un point de vue psychanalytique comment comprendre ce phénomène de l'amnésie psychique. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on peut oublier quelque chose d'aussi grave en fait? Bien sûr, dans la théorie freudienne, on parle de la répression, de refoulement, des mémoires qui soient angoissantes, surtout qui touchent notre valeur profonde, qui touchent aussi le sentiment d'avoir le droit d'exister. Et donc du coup, pour éviter d'avoir cette angoisse, notre inconscient déclenche un peu le mécanisme d'autodéfense. Voilà. Un mécanisme de défense qui sépare l'affect et la mémoire. Donc, même si on n'avait plus de mémoire explicite,
sur la violence elle-même, mais on garde toujours cet aspect affect. Donc, il y a comme s'il y avait des affects qui nous troublent, mais on ne se rend pas compte d'où ça vient, tous ces affects-là. Ensuite, en 2007, vous êtes rentré à Taïwan et vous êtes entré à l'Academia Sinica, à l'Institut d'ethnologie, pour un post-doctorat au sujet des femmes de réconfort. Alors, comment est-ce que vous avez fait le lien entre l'inceste et ces esclaves sexuels de la Seconde Guerre mondiale ? Le fait que je travaille avec des victimes de l'inceste, souvent on croit que c'est juste un phénomène individuel qui est caché dans le milieu familial. Donc, on a tendance de comprendre le traumatisme d'inceste comme si un phénomène individuel et qui n'a pas de dimension sociale. Pourtant, dans ma recherche en thèse, moi, j'ai découvert que non, en fait, la manifestation traumatique est liée à la représentation sociale de ce que c'est l'inceste. Donc quand je suis revenue à Taïwan, et aussi à ce moment-là, on m'a dit que des femmes de réconfort qui sont encore en vie ne sont plus beaucoup. Il n'en restait qu'une douzaine. Donc j'ai décidé d'en faire un petit terrain pour un peu dans l'idée de sauver la mémoire historique précisément. Vous venez de dire que la manifestation traumatique est liée à la représentation sociale de ce qu'est l'inceste. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette notion ? Maintenant, quand on parle du traumatisme psychique, on a tendance à penser que c'est dû à l'effroi. Donc, c'est dû au choc psychique qu'on a subi au moment de la violence. Bien sûr, ça joue beaucoup, ces dimensions physiologiques ou biologiques qui se passent dans les cerveaux. Mais donc, normalement, quand on quitte le lieu de violence, on devrait reprendre ses capacités de remémorer la scène de violence. Mais souvent, on a du mal à faire ça parce que pendant la scène de violence, on se sent complètement démuni. On n'est plus considéré comme une personne en entier. Donc, on est jeté un peu dans cet isolement absolu. Et d'après la recherche sur la mémoire, on sait que quand on se souvient de quelque chose, quand on voudrait vraiment se remémorer de quelque chose, en fait, on a besoin de la présence de l'autre pour entrer dans ce processus de remémoration, pour reconstruire la mémoire historique, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Et surtout, souvent les victimes, par honte ou par ce sentiment de culpabilité, paradoxalement, c'est souvent des victimes qui se sentent coupables de l'agression qu'elles ont subie. D'une part, il y a ce mécanisme d'autodéfense de l'inconscient qui peut se mettre en place pour éviter de sentiments, une angoisse ou des fois trop violents. Et d'autre part, on a une image de soi négative. D'ailleurs, vous en avez parlé dans vos émissions que j'ai écoutées. Et c'est effectivement, donc, très souvent, les victimes ont une image de soi très, très négative. Donc, quand on se souvient de ces scènes, elle se souvient en tant que quelqu'un qui est en défaut. J'ai pas réussi à me protéger, j'ai pas réussi à empêcher l'agression d'avoir lieu. Oui, et j'ai pas eu le courage de dire non, par exemple. Les victimes elles-mêmes, elles ont du mal à comprendre pourquoi ils sont dans une situation de... en anglais, on appelle ça freeze. On est stupéfié. Exactement, on est stupéfié. Donc, au moment de la violence, elles sont entrées dans un état d'incapacité de réagir. Donc, comme si elles voudraient reprendre contrôle de la situation, elles commencent à s'identifier comme l'origine du mal qu'elles ont subi. Parce que si on est à l'origine de ce qu'on a subi, ça veut dire qu'on peut faire autrement et éviter que ça se reproduise. Exactement. D'une manière, c'est une façon de reprendre le contrôle. Parce que quand on subit une violence extrême, on se sent complètement en perte de contrôle total. On se sent démuni.
En fait, c'est un moment très, très honteux de vivre cet état. Donc, quand on perd le contrôle, ça veut dire qu'on n'est plus maître de soi-même. Ça peut créer un sentiment de honte profonde. Et donc, par rapport au contexte social plus global, après, qu'est-ce qui fait que ça a quelque chose de collectif, en fait? Pour la violence sexuelle, par exemple, à Taïwan, dans la société, il y a quand même beaucoup des idées fausses sur pourquoi il y a une violence sexuelle qui a lieu. Souvent, on accuse les victimes par exemple, de porter les jupes trop courtes ou bien elles sourient trop. Donc ce mythe, c'est encore assez courant dans la société. Même si depuis les années 90, on a passé des lois pour la prévention de violences sexuelles et aussi pour aider les victimes à avoir une image plus correcte. Une meilleure compréhension de ce qui se passe pendant une agression. Donc, mais malgré le fait qu'il y a des féministes, des militants féministes qui ont bossé depuis une trentaine d'années, dans la société, on reste, comment dire, il y a quand même une idéologie patriarcale assez forte dans ces sociétés. Donc, quand des victimes voudraient vraiment briser le silence, elles confrontent très souvent à des accusations. Et aussi à même parfois des agresseurs pourraient retourner la situation en portant plainte contre les victimes comme diffamation. Est-ce qu'il y a eu un changement récemment avec le mouvement MeToo qu'il y a eu cette année à Taïwan? Est-ce qu'on a vu aussi des agresseurs qui ont porté plainte pour diffamation, oui. Mais il y a quand même eu un très grand nombre de personnes qui ont dit publiquement qu'elles avaient aussi vécu des agressions. Bon, le mouvement de MeToo à Taïwan, ça a commencé en fin mai de cette année. Je pense que ce mouvement nous permet de voir le progrès dans la société taïwanaise, surtout sur le plan d'égalité hommes et femmes. Mais je pense que ce mouvement a réussi à faire accepter les témoignages des victimes à beaucoup de Taïwanais. C'est parce que parmi les victimes ou des survivants qui ont brisé le silence ou qui ont mis leur témoignage sur Facebook, c'est parce que parmi ces victimes-là, il y en a beaucoup qui sont des femmes assez célèbres. Je ne vais pas nommer, mais il y en a beaucoup qui sont des écrivaines ou des dirigeantes de grosses entreprises. C'est-à-dire que ce sont des victimes qui ont déjà avoir un statut social assez respecté. Donc ça a beaucoup aidé. Et je pense qu'aussi il y en a tellement des victimes qui ont attendu ce moment depuis très longtemps. Donc il y a un phénomène assez encourageant, c'est que pour éviter qu'il y ait des attaques négatives sur leur page Facebook, il y a beaucoup de victimes qui laissent des messages d'encouragement mutuellement. Donc je pense qu'il y a effectivement il y a un phénomène de solidarité à ce moment-là. Mais effectivement, on voit il y a quand même une panne, si je peux dire ça, une panne de la part de la justice. Le système juridique a toujours du mal à répondre de façon positive à des victimes qui portent plainte. Parce qu'on sait que puisque Taïwan est quand même un pays, on a vécu à la Terre Blanche, c'est-à-dire on a vécu une période très très longue où le gouvernement peut porter plainte contre des dissidents politiques en les accusant de violer la loi fondamentale de la sécurité nationale, par exemple. En fait, le système judiciaire n'avait pas de bonne réputation jusqu'à assez récemment. Voilà. Donc, on ne pensait pas que la justice pourrait vraiment aider des gens. La violence sexuelle, c'est très difficile à réunir les preuves. Donc, en fait, on a, statistiquement parlant, on sait qu'il y a plus de 88% de plaintes
ont été classées sans suite, en fait. Et c'est seulement les plaintes. Oui. Donc, c'est pas du tout encourageant pour les victimes de porter plainte. Et puisque surtout des procureurs ou des agents de police, ils ne sont pas formés pour accueillir des témoignages auprès des victimes d'agressions sexuelles. Donc, souvent, ils placent des questions un peu désobligeantes, même blessantes. Effectivement, il y a encore des agents de police qui peuvent poser des questions aux victimes. Mais pourquoi vous sortez à cette heure-là, ou pourquoi vous n'avez pas hurlé, ou pourquoi vous n'avez pas résisté, ou pourquoi vous n'avez pas dit non, et pourquoi vous avez accepté d'aller chez ce monsieur. En fait, si on voit les statistiques, on sait que plus de 80% de viols ou agressions sexuelles ont été effectués par des gens qu'on connaît, en fait. Donc, puisque la violence sexuelle arrive souvent entre les gens qui se connaissaient, c'est assez facile pour des agresseurs de préparer le récit avant l'enquête et d'essayer de brouiller les pistes. Donc, du coup, ça rend les victimes vraiment dans une situation assez difficile quand elles voudraient solliciter le système judiciaire pour se faire aider. Je pense que MeToo, si ce mouvement social a une valeur ou un sens, c'est précisément quand le système judiciaire est tombé en panne dans ces situations-là. Et puis il y a des lois qui ont été modifiées très rapidement après. Oui, mais comme vous savez très bien, il y a 3 lois sur l'égalité de gender, de genre. Donc, on appelle ça en chinois « 性平三法». C'est principalement pour empêcher ou pour aider les victimes à porter plainte plus facilement ou solliciter de l'aide plus facilement. Mais c'est dans les cas de harcèlement sexuel dans le milieu de travail ou dans le campus. Donc, tandis que pour des cas plus graves, c'est-à-dire des viols ou des agressions sexuelles ou des exploitations sexuelles qui touchent un crime. On n'a pas réussi finalement à modifier la procédure de plainte qui soit plus bienveillante à l'égard des victimes. Donc ça reste toujours difficile pour des victimes de déclencher une procédure judiciaire. Nous voici donc arrivés au terme de la première partie de l'interview avec Zhen Yupeng. La suite sera disponible la semaine prochaine et portera plus sur les femmes de réconfort, mais aussi les traumatismes dus à la violence politique, que ce soit pendant la Terreur blanche ou bien pendant des faits beaucoup plus récents, comme par exemple le mouvement des tournesols qui a eu lieu à Taïwan il y a bientôt 10 ans.